Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la NBA a bel et bien repris la nuit dernière avec deux super matchs où on a eu des matchs vraiment très serrés jusqu'au bout. Alors, Lakers-Clippers, je me suis endormi à la mi-temps, voilà, faut que je reprenne un peu le rythme. Donc j'ai vu que la première. Dans ce match-là, les superstars ont répondu présent, hein, Davis, Leonard, Paul George, LeBron James. Alors LeBron James un peu en délicatesse avec son shoot, mais la ligne de stats est là. La réussite au shoot, son pourcentage, je m'inquiète pas, il va remonter, c'est pas le souci. Donc on a eu un très bon match. Après, attention quand même pour les Lakers à pas trop se reposer sur la doublette Davis-James. Il va falloir trouver une alternative au bout d'un moment en vue des playoffs. Je pense à des Kuzma, etc., qui doivent apporter un petit peu plus au scoring. Parce que si tu as un James ou un Davis un peu moins présent au scoring, ça peut devenir très compliqué. Bon, après, je m'inquiète pas pour les Lakers, hein, pas plus que ça, mais voilà. Petit warning quand même. Pour les Clippers, pas de problème. Parce que hier, il n'y avait pas Harrell, il n'y avait pas Lou Williams. C'est deux joueurs en sortie de banc, on est d'accord, mais c'est deux joueurs qui apportent 40 points, ils n'étaient pas là hier. Donc quand ils seront là, on sait très bien que ça va apporter du scoring, donc pas de souci pour les Clippers. New Orleans, Utah. Énormément de choses à dire sur ce match-là. Vraiment, on a vu un très bon match. Alors, un très bon match, oui et non, mais où on peut tirer énormément d'enseignements déjà dès ce premier match, parce que finalement, les playoffs vont arriver très vite. En termes de... Dans la preview vidéo d'hier, je vous avais donné Utah plus 4, donc Utah gagne ou perd de 4 points au moins, ça c'est ok. Over-under, j'ai donné moins de 225 points, ça c'est ok. Et les 7 individuels, ça c'était pas ok. Le Mitchell Ingram et Gobert. Gobert qui finit à 12 rebonds, il en fallait 13. Alors je l'ai un petit peu là, je l'ai donné aux membres, en plus celui-là, parce que premier carton, il est à 4 rebonds et à un moment il va chercher un rebond offensif. D'ailleurs il obtient la faute dessus et des lancers francs où il fait 1 sur 2. Et ce rebond offensif n'a pas été comptabilisé. Et je me suis dit, ils vont l'actualiser parce que du coup ça fait 13, donc nickel, le pronostic est bon. Et sauf qu'en fait ça s'est jamais actualisé et ils l'ont pas compté. Bon, c'est comme ça, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Passons. Donc sur ce match-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de choses. Très belle équipe de Nola. La New Orleans a vraiment été très bon sur ce match-là, j'ai trouvé. Vraiment un jeu de passe excellent. Voilà, la force de Nola, c'est qu'ils ont une densité de joueurs, une grosse densité de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables d'apporter. Holiday, Lonzo Ball. Alors Lonzo Ball a pas été très bon au scoring. De toute façon, c'est pas un score, mais c'est un excellent passeur. JJ Redick, Zion qui a pas énormément joué hier. Ça va être le cas sur les prochains matchs aussi. Mais qui a été excellent sur ce qu'il a fait hier. Il a joué 20 minutes. Il a fait 20 excellentes minutes. Brandon Ingram, voilà, il y a beaucoup de joueurs à Nola qui sont vraiment intéressants. C'est vraiment une très belle équipe. C'était plaisant quand même à voir jouer. Il y a eu des belles séquences, mais j'ai l'impression, parce qu'on le sait, hein, Nola joue gros. Hein, il y a 8 matchs. Va pas falloir en laisser trop en route. Et celui d'hier, malheureusement, il coûte un peu cher, je pense, pour la New Orleans, parce qu'ils ont vraiment mené tout le match et ils sont rattrapés sur la fin contre une équipe du Jazz qui a pas été terrible. Alors ils ont bien commencé, mais après ils sont rentrés dans le jeu de la New Orleans, qui n'est pas du tout le jeu de Utah, à savoir shooter à 3 points, prendre des shoots rapides, prendre des shoots contestables, j'ai envie de dire. Donc voilà. Point à retenir, Conley était bon, Conley a été adroit, Mitchell a eu du mal à se mettre dedans. De toute façon, c'est le problème de Utah, j'ai envie de vous dire, depuis le début de saison, c'est quand Conley est bon, Mitchell l'est pas. Quand Mitchell est bon, Conley l'est pas. Et c'est vraiment le problème. Et le deuxième problème par rapport à ces deux joueurs, c'est que nous, en tant que pronostiqueurs, c'est une galère pour parier sur les stats individuelles. Par exemple, l'année dernière, jouer Mitchell plus 32.5 au cumul, mais c'était le truc que je jouais tout le temps. C'est le truc que je prenais tout le temps, presque. Maintenant, je ne peux plus le prendre, parce qu'il y a Conley. Donc voilà. Bon, ça, c'est hors... c'est en pronostic, si vous voulez, mais c'est hors sport, j'ai envie de dire. Mais voilà. Nous on est des parieurs, donc forcément c'est embêtant. Autre point sur le Jazz que j'ai pas trouvé fameux, du coup, le fait qu'il soit rentré dans le jeu de Nola un petit peu. En fait, pour moi hier Utah il gagne parce que New Orleans a eu la peur de la gagne,
tout simplement. Vraiment, je pense que ça a été ça, où New Orleans a un petit peu déjoué sur la fin de match. Tu sentais que les bras tremblaient quand ils tiraient, et c'est dommage, et ça coûte cher pour le New Orleans. Rudy Gobert a été très bon. On voit à Utah, quand Rudy est sur le terrain, quand Rudy n'est pas sur le terrain, la différence est monstrueuse. Aussi bien défensivement qu'offensivement. Offensivement, il sert de point d'appui. Défensivement, c'est un monstre. Il a été élu deux fois meilleur, 2 années de suite, meilleur défenseur de la ligue. Ils veulent l'être une 3e fois, très certainement. En dissuasion, il est monstrueux. Tu voyais que les mecs de New Orleans, ils s'approchaient pas du cercle. Que quand il était pas sur le terrain, franchement, Nola, ils y allaient, quoi. Et la seconde unit de Utah, les remplaçants, c'est une catastrophe. Hier, et même je pense que ça va être le cas encore sur le prochain match, etc. Utah, c'est une catastrophe. Sur le banc, il n'y a rien du tout. C'est offensivement, défensivement, c'était catastrophique hier. Ils ont pris l'eau d'ailleurs à un moment. Pendant 4 minutes, ils mettent pas un seul point. Et alors les actions, elles sont dégueulasses. Et ça, pour les playoffs, pour moi, c'est au revoir. C'est au revoir, tout simplement. Houston, ils jouent contre Utah, ils se régalent. Ils vont Houston, on va en reparler plus tard, mais parce qu'il y a 8 matchs de saison régulière, ça va commencer à calculer sur les 4 derniers matchs, sur le haut du classement, finir à cette place-là pour tomber contre cette équipe-là. Dallas et Houston, l'équipe qui veulent jouer en playoff au premier tour, c'est Utah. Denver, peut-être un petit peu moins. Denver, je pense que c'est une équipe qui préférerait jouer une équipe comme Dallas. Alors, ce sera pas cadeau. Mais dans le style, je pense que Denver préférerait jouer Dallas, même si y a Doncic, donc fait chier. Mais ils ont potentiellement les armes pour contrer cette équipe. Donc voilà. Je pense avoir été complet sur l'analyse de ces 2 matchs d'hier. Donc on passe au match de ce soir. Attention, match à 20h30. Il y a un match que je vais vous parler d'entrée parce que j'ai très probablement pas parler dessus parce qu'il a aucun intérêt, c'est Phoenix-Washington, dans le sens où pour moi c'est 2 équipes qui arrivent en tongue à Orlando. Je rappelle, la NBA c'est à Orlando, dans le sens où il faut avoir moins de 4 matchs d'écart, moins de 4 victoires ou moins d'écart avec le 8e, donc Memphis pour Phoenix, Orlando pour Washington, si on regarde le classement actuel, ils sont à 6 victoires. Il reste 8 matchs, donc ça veut dire qu'il faut que ces 2 franchises gagnent quasiment tous leurs matchs. J'y crois pas. Alors Phoenix est au complet, mais j'y crois pas. Je crois plus en Nola, Portland, ces équipes comme ça, Sacramento que Phoenix. Ils sont quand même un peu décrochés, et Washington, c'est mort. Bradley Beal n'est pas là, donc c'est mort. Washington, ils sont là, tongs, lunettes de soleil, vacances, quoi. Donc juste le Morito. Donc voilà, je pense pas que ce soit un match. Ça va vraiment être Oura basket, je pense. Il y aura beaucoup de points. Honnêtement, je pense qu'il y aura énormément de points dans ce match-là. Enfin, s'il adresse au rendez-vous. Mais voilà, je pense pas que ce soit vraiment intéressant de parier quoi que ce soit sur ce match-là ce soir. Ou alors, faut parier sur Phoenix avec une petite marge. Je pense que Phoenix peut en mettre 10 ce soir à Washington, mais sans conviction. Voilà. Orlando-Brooklyn, 20h30. Match à double intérêt, dans le sens où donc c'est le 7e contre le 8e, donc ces 2 équipes-là iront au playoff. Comme je l'ai dit, j'y crois pas du tout en Washington, donc c'est important d'être 7e ou 8e, dans le sens où le 8e affrontera Milwaukee, et personne n'a envie de jouer Milwaukee, très clairement. Si t'es 7e, tu vas affronter potentiellement Toronto. C'est évidemment pas un cadeau, mais tu préfères affronter Toronto que Milwaukee, on est bien d'accord. Donc il y a cet intérêt-là, et puis il y a l'intérêt que c'est le premier match, voir où on en est. C'est toujours pareil, et ça va être le cas pour toutes les équipes qui jouent cette nuit, où on a des très très beaux matchs d'ailleurs. Donc voilà. Alors, si on regarde les cotations, 1,32 pour Orlando, 3,40 pour Brooklyn. Pour un match alors, que Orlando soit favori, je suis d'accord, je les aurais mis favoris ici, mais 1,32, ils se foutent un petit peu de la gueule du monde. Après tu peux pas les mettre à 1,80 non plus, parce que c'est sûr que j'aurais pris Orlando aussi, mais 1,32 c'est dégueulasse. Pour un match de reprise, Orlando c'est pas une équipe assurance touriste, c'est une reprise. Brooklyn c'est une équipe qui court partout, qui est capable d'apporter beaucoup de points d'un peu de tout et n'importe où. Alors, il n'y a pas de Kyrie Irving, il n'y a pas Kevin Durant et il n'y a pas Dinwiddie, certes, ça fait quand même beaucoup d'absents, que Orlando est au complet, mais
c'est quand même dur ce soir de prendre Orlando à 1,32. Si vous voulez, la probabilité, oui, il y a des chances qu'Orlando gagne, mais pas à 100%. Enfin, rien à 100%, mais par exemple, vous prenez la cote de Brooklyn, vous jouez ce match-là 10 fois, Brooklyn, pour moi, ils le prennent au moins 3 fois. Ils le gagnent 3 fois. Donc, s'ils le gagnent 3 fois à une cote à 3,40, vous voyez que finalement, même en le gagnant 3 fois sur 10, vous prenez à chaque fois Brooklyn à 3,40, vous serez gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, limite, c'est plus intéressant tenter le coup sur Brooklyn ce soir, même si Brooklyn peut en prendre 20, que de partir sur Orlando à 1,32. D'accord? Même si Orlando devrait gagner. Et pour les handicaps, donc là il est de plus 7, dans le sens où Brooklyn peut prendre une pilule, ça sert à rien partir sur Brooklyn plus 7. Autant partir directement sur Brooklyn à 3,40. Alors je sais pas si je vais le prendre, Brooklyn à 3,40, parce que je vois Orlando, mais je vais pas parier Orlando à 1,32 ce soir, ça c'est clair et net. Donc voilà, en fait ce match-là en tant que pronostiqueur, c'est soit tu tentes le coup Brooklyn, soit tu paries pas sur la victoire de l'une ou de deux équipes, ni sur le handicap. Le cut de points over-under est très bien situé, ça ne m'intéresse pas du tout, je laisse. Stat individuel. Donc il faudra surveiller Vucevic forcément à Orlando et Caris Levert à Brooklyn en l'absence de Dinwiddie, ça va être un peu l'homme à tout faire. Ouais. Par contre Vucevic cote à 2, 20 points. Bon, alors c'est pas un mec qui a 30 points de moyenne par match, mais c'est un mec qui est capable de t'en mettre 25-27 par match. Dans ce genre de confrontation contre une équipe comme Brooklyn, qui a eu des gros problèmes défensifs en début de saison, ça s'est un petit peu réglé sur le tas, mais c'était quand même pas toujours ça. Là, il y a 4 mois de coupure. Voilà, avec Dinwiddie qui est absent, je pense que Brooklyn a plutôt travaillé, on est dans l'interprétation là, plus travaillé offensivement que défensivement. Si Vucevic est en jambes, Vucevic mettra ses 20 points ce soir. Et par exemple, c'est bien plus intéressant de prendre Vucevic 20 points côté à 2 que Orlando côté à 1,32. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a clairement plus d'intérêt à prendre ça. Après, il faut regarder en performance, parce que Vucevic, c'est un joueur qui est capable de prendre une bonne dizaine de rebonds et qui peut faire 3-4 passes dans le match. On sait qu'il y a une super connexion entre Vucevic et Fournier, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Donc là, c'est pas parce qu'il y a eu 4 mois d'arrêt que les automatismes sont perdus. Côté Orlando, on a quand même une équipe, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Donc ils vont être déjà un minimum rodé si vous voulez. 33,5 Vucevic, en vrai, il est intéressant. Parce que en plus, Brooklyn est une équipe qui joue très vite en attaque, qui fait des possessions courtes, qui prend pas mal de shoots casse-croûte entre guillemets. Il aura un joli duel avec Jarrett Allen dans la peinture, mais Vucevic lui est supérieur. C'est pas déconnant. Vucevic au cumul, c'est vraiment pas déconnant ce soir, le 33,5. C'est intéressant. Je sais pas combien il est fixé le quai de rebond, 11 sûrement, 12. Ouais. Bon, la cote est belle. Bon, après, je partirai pas sur 11,5 gros, parce qu'il peut en prendre 9, 10. Alors, il peut en prendre 15, mais voilà. Je pense que si tu fais une association, parce que dans ce genre de match, Vucevic, ça peut faire du 21, 10, 3 si vous voulez. Ça fait 21, 10, 3, ça fait 24, 34. Voilà, ça passe pile poil. Et là, je vous donne des stats presque minimalistes. Alors, il peut mettre que 19 points, mais il va peut-être prendre 13 rebonds et faire 5 passes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il peut être intéressant ce cumul de Vucevic ce soir. Voilà un petit peu pour ce match-là. Donc, on arrive sur le match que j'attends. Et là, je vais regarder un truc direct que j'attends depuis que j'ai coché. Oh putain. Ok, alors celui-là, bon, pronostic public, Damian Lillard, 25 points, 1,70. Celui-là, je l'ai en tête depuis 5 jours. Il est coché dans ma tête depuis 5 jours. Ce pronostic-là, je vais le prendre, c'est sûr et certain. Alors, vous ne l'aimez pas financièrement, mais je vais le prendre ce soir, c'est une certitude. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Mais parce que je l'ai en tête, je peux pas me l'enlever. Lillard, 25 points ce soir. Analyse de ce match-là quand même. Et puis je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Memphis-Portland, super match, hyper important, hyper intéressant, parce que là, ça joue vraiment une place en playoff. Si Portland perd ce match-là, il se grille un joker de malade pour une potentielle 9e place pour affronter Memphis en play-in, comme ça s'appelle,
pour les matchs de la mort subite pour aller en playoff. Au contraire, si Portland gagne ce match-là, ça mettra une grosse pression sur Memphis. Memphis a montré de super choses sur le début de saison, hein, vraiment très très belle équipe avec un Ja Morant vraiment impressionnant qui va être rookie de l'année très probablement, vraiment il est très fort, très belle équipe, surprenante, gros travail de la part du coach des Grizzlies, rien à dire, vraiment on les attendait pas là, personne ne les attendait là, hein, mais ils sont bien là et ils ont surpris tout leur monde, et même contre les Lakers et les Clippers ils n'avaient pas été déconnants, je me souviens. Voilà, très belle équipe, c'est bien huilé collectivement. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas forcément qui sont là, qui apportent au scoring. Je pense à Dylan Brooks par exemple. Voilà, un Valanciunas qui a été bon. Valanciunas, c'est le papa de cette équipe. Et c'est tout le problème. Et je vais sur cette équipe. C'est que c'est une équipe très jeune, finalement. Le départ cet hiver de Jake Crowder à Miami, pour moi, j'en avais déjà parlé, est une très mauvaise chose pour Memphis. Parce que c'est un joueur très important dans un collectif qui va faire des choses offensivement, qui va faire des choses défensivement, il a de l'expérience. Voilà, c'est un joueur hargneux, qui a du caractère. Et là, du coup, Memphis se retrouve vraiment avec une équipe très jeune. Va y avoir la pression, forcément, qui va rentrer en compte. Comment ils vont gérer ça? Beaucoup de questions par rapport à ça, côté Grizzlies. Après, voilà, il y a des certitudes, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes, pour le coup, côté Grizzlies, parce qu'on l'a vu depuis, quand je vous en ai parlé, de Jake Crowder. Depuis, Memphis, ça a eu du mal. Là, sur les 8 matchs, ils ont quand même un gros calendrier. Après, je pense qu'ils vont quand même réussir à tenir cette 8e place. Et par contre, je pense que le 9e aura 4 victoires ou moins d'écart, donc ils vont jouer les play-in. Côté Ouest, franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a une équipe qui aura 4 victoires ou moins d'écart avec Memphis. Et cette équipe, que je pense qui finira 9e, est pour moi Portland. Je peux me tromper, mais c'est Portland. Sur Snap, il y a 2 jours, je vous ai dit qu'il y avait des joueurs à suivre, donc je vous ai mentionné des équipes, des joueurs. J'ai mentionné Lillard. Pourquoi j'ai mentionné Lillard? Parce que donc c'est une superstar, ça fait aucun doute là-dessus. Et sur le début de saison, Portland n'a pas été bon. On a vu une équipe tristounette de Portland, on les attendait bien plus haut que ça. Et Lillard, alors il mettait des points, mais c'était pas le grand Lillard. Il n'y a pas eu de dame time comme on dit. Il y en a eu quoi? Une seule fois dans l'année, c'est trop peu. Manque d'adresse, parce que Lillard c'est ça, c'est comme Curry, il n'y a pas de limite pour shooter à 3 points. C'est un joueur qui est capable de prendre feu à tout moment, et quand Lillard prend feu, il peut faire tomber n'importe qui. Et je vous le dis, en playoff, ce sera sûrement les Lakers qui joueront les 8e. LeBron, s'il peut éviter de se taper les Trailblazers de Lillard, il signe. Parce qu'avec Lillard, tout est possible. Donc, pour ce match-là, l'info à ne pas oublier et qui peut tout changer pour moi, c'est Jusuf Nurkic, que vous avez peut-être oublié parce qu'il s'est blessé pour plus d'1 an, mais il est de retour. C'est le pivot de Portland, c'est un excellent pivot. Donc Whiteside sur le banc, c'est sûr et certain, avec le retour de Nurkic. Alors il va falloir voir comment est Nurkic physiquement, parce que il manque de compétition, il manque de rythme, le bonhomme, mais c'est un excellent pivot, Jusuf Nurkic. Quand tu parlais de Portland, tu parlais pas de Lillard, tu parlais de Lillard, McCollum, Nurkic, qui est un pivot pas forcément très grand, mais c'est très roublard, excellent QI basket, excellent passeur. Nurkic, poste 5, c'est un joueur qui est capable de vous faire 10 passes dans un match. Il va falloir voir comment il est, mais attention, parce que ça, pour Portland, ça peut tout changer, et de manière positive. Ce soir, mon penchant est donc pour les Blazers, parce que je m'attends, comme je vous l'ai dit, les terrains prêtent aux scoreurs. Je pense que Lillard, là, sur les 8 matchs, alors c'est un avis personnel, je pense qu'il va nous faire du 25 points de moyenne, voire 28 points de moyenne. C'est un match très important, l'expérience va jouer, la pression finalement est pour les deux équipes, notamment pour Portland, mais Lillard il sait la gérer, la pression, on l'a déjà vu plein de fois. Donc que Memphis, on ne sait pas, c'est beaucoup de jeunes, il y a beaucoup plus d'expérience côté Blazers, ils ont déjà joué des playoffs. Memphis va pas se laisser faire, ça c'est clair et net, mais je donne un avantage à Portland ce soir sur ce match-là. Voilà.
c'est dit. Avantage Portland pour moi. Je préfère quand même prendre Lillard 25 points que prendre Portland. Voilà, je le vois parce que comme je vous dis, je l'ai en tête. Donc ouais, pour moi Lillard va faire du sale. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais voilà, je vois un très bon Damien Lillard. Je suis en train de regarder justement les passes parce que j'en ai parlé. Il y a pas Nurkic, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors parce qu'il me semble qu'il est bien prévu titulaire, mais peut-être, en fait, Nurkic, il va pas jouer tout le match. Il va pas avoir autant de temps de jeu qu'un Lillard ou qu'un titulaire habituel. C'est pas possible. Il va falloir une remise en route. Voilà, il va jouer une petite vingtaine de minutes. Mais voilà, une vingtaine de minutes, on a vu Zion Williamson hier. Il a fait un gros boulot, hein, Zion, en 20 minutes. Alors, c'est pas du tout le même style de jeu, hein, Nurkic, Williamson, mais voilà, c'est un plus. On va voir ce que va donner Carmelo Anthony également. Voilà. Vous voyez les noms. Si vous suivez un minimum la NBA, il n'y a pas à chier. Tout cela, tu les connais en fait. Alors peut-être moins Zach Collins, qui est un bon joueur, hein. C'est peut-être le moins connu à Portland. Mais quand vous regardez, sur le papier, il n'y a pas photo entre guillemets. Hein. On parle d'une équipe qui potentiellement est top 4 à l'Ouest là. Hein. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc, mais avantage Portland pour moi ce soir dans ce match. Avec donc Monsieur Lillard au scoring. Milwaukee Boston. Gros match à l'est, grosse affiche. Alors compliqué à parier forcément. Cotation 1,47. Qu'est-ce qu'il donne Pinac? Ouais, plus 5. Ouais. Tout est logique sur ce match-là. Bon, les Bucks font une super saison. Hein, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Voilà, Giannis est monstrueux. Et sera très probablement MVP de la saison, même si je pense que c'est quand même un petit peu contestable avec LeBron James. Mais je pense que c'est Giannis qui l'aura. Boston, ils cassent les couilles, on le sait, contre les grosses équipes Boston, à chaque fois tu les attends pas, mais ils répondent présent. Alors là, c'est évidemment spécial, c'est un match de reprise, mais quand je vois les cotations, les handicaps, etc., tout de suite, je me dis, il vaut mieux partir sur Boston plus 5. Alors, Antetokounmpo va défoncer Boston offensivement, ça c'est clair et net. Mais Boston, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs capables d'apporter. Kemba Walker, Jason Tatum, Gordon Hayward, on va voir ce que ça va donner. Jaylen Brown. Il y a du banc également, côté Boston. Côté Bucks aussi, mais par exemple, un joueur comme Bledsoe n'est pas là. Il est out, il me semble. Il est out. Donc voilà. Donc, Milwaukee favori, mais c'est Boston. Donc, peut-être partir sur un handicap inversé. Après, le plus 5, je trouve osé. J'aimerais bien partir sur un plus 7. Après, la cote doit pas être terrible. Mais après, vous pouvez prendre un Boston plus 8. Boston gagne ou perd de 8 points d'écart ou moins en le combinant à autre chose. Ouais, un 43, un 50, ouais. Voilà, je pense que voilà, ça peut être intéressant de partir là-dessus. Plus que sur une victoire des Bucks. C'est un match de reprise et je vous dis, Boston est une équipe accrocheuse. Je suis intrigué de voir ce que va donner Tatum. Giannis, j'ai aucun souci sur Giannis. Giannis va encore tuer le game. Donc les 25 points peuvent se prendre pour Giannis parce qu'il a un match-up évidemment à son avantage contre Boston qui est une équipe small ball. Hein. Gordon Hayward sur Antetokounmpo. Merci, au revoir. Hein. Il va se faire laminer. Donc et forcément, ils vont pas être rodés défensivement de fou, Boston. On sait que c'est leur force. Mais voilà, pour un match de reprise, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, en fait, si vous voulez, pour la même cote, je préfère prendre un Boston handicap inversé que les Bucks 1,47. Parce que finalement, si Boston gagne, ce serait pas non plus une immense surprise, quoi. C'est un match de reprise. Les Bucks, ils sont sûrs d'être premiers. Alors après, voilà, ils vont pas laisser couler, hein, au contraire. Hein. Mais c'est Boston en fait, tout simplement, c'est Boston, c'est des casse-couilles Boston. Donc ouais, le handicap inversé, pourquoi pas, c'est un individuel. Giannis, côté 6, c'est toujours un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de joueurs capables d'apporter offensivement. D'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a pas de Kemba Walker dans les statistiques. Tatum, ouais, j'aurais préféré au moins un 60, un 70.
parce que, comme je vous dis, il y a une grosse densité côté 6 et t'as 4-5 joueurs qui sont capables de finir à 15 points, quoi. Au moins 15 points, donc voilà, et ça va, il y en a 2-3 qui vont être aux alentours des 20, quoi. Donc bon, c'est plus intéressant par exemple de prendre Giannis 25 points que de prendre Tatum 20 points, tout simplement. Donc voilà pour ce match-là. J'étais assez bref, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire si vous voulez. Là, je suis vraiment parti sur l'interprétation et une certaine logique sur ce match-là. Il reste 2 matchs. Spurs-Sacramento, Dallas-Houston. Des sacrés matchs. Donc Spurs-Sacramento, c'est un duel ultra important. Pour moi, l'équipe qui perd ce soir, notamment si c'est les Spurs, si les Spurs perdent ce soir, les Spurs n'ont plus aucune chance quasiment d'aller en playoff, d'être 9ème tout simplement. Faut savoir que LaMarcus Aldridge n'est pas là côté Spurs, que les Spurs c'était bien tristounet sur le début de saison, que y a beaucoup de jeunes. Alors des jeunes, va falloir des facteurs X très clairement pour les Spurs. DeMar DeRozan ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Dejounte Murray, on avait placé beaucoup d'espoir sur lui quand il arrive en NBA, moi aussi. Il s'est blessé pendant presque un an, il est revenu, il a eu un peu de mal, ce qui peut être logique, pas de souci. À voir ce qu'il va donner. Pour moi, les Spurs, je vous dis, n'iront pas, ne seront pas 9ème, clairement pas. Je place Nola, Portland et même Sacramento au-dessus d'eux. Et je donne un avantage à Sacramento ce soir. Alors, le petit hic pour les Kings, c'est qu'il y aurait des soucis de vestiaire, notamment, si je dis pas de bêtises, entre Fox et Marvin Bagley, ou même Fox est le père de Marvin Bagley. C'est marrant, c'est comme dans Zombo, les darons ils se mettent dans le truc. Voilà, laissez vos gosses tranquilles, j'ai envie de vous dire. Voilà, et il y a un autre joueur qui a fait de la merde aussi à Sacramento. Je sais plus. Enfin voilà, c'est un peu le bordel, mais bon, c'est des compétiteurs. Là, tout le monde au boulot. Objectif victoire ce soir, très clairement. Tout comme les Spurs, vous allez me dire, mais je trouve que les Kings ont une bien meilleure équipe. Voilà, De'Aaron Fox, Buddy Hield, Bojan Bogdanovic qui monte en puissance, Marvin Bagley. Alors, dans quel état d'esprit il va être, parce que ça a l'air d'être un joueur qui a un sacré tempérament. Mais voilà, si son tempérament il met au service de l'équipe, ça peut faire de belles choses pour les Kings. Voilà, même sur le banc, des Yogi Farrell, etc. C'est pas déconnant. Sur le papier, pour moi, les cotes sont logiques. Bon, ça fait chier qu'ils soient à 1,57. J'ai l'impression que la cote elle baisse au fur et à mesure que les minutes s'avancent. Voilà, un Sacramento à 1,62, ouais, ça se prend. Voilà, Sacramento à 1,70, ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été vraiment cool. Moi, je donne un avantage aux Kings. Alors, c'est les Spurs de Greg Popovich. C'est toujours le même problème, j'ai envie de vous dire. L'immortel Popovich. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il a vraiment une équipe très limitée, le Popovich. Et on se souvient, il y en a beaucoup qui disaient que c'était peut-être sa dernière saison, qui attendait les JO, parce qu'il sera coach des USA aux JO, et après pour partir à la retraite. Moi, j'ai envie qu'il apprenne pas sa retraite. Mais ouais, là, c'est compliqué pour les Spurs. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y avait pas de fond de jeu. T'as l'impression que ce que dit Popovich, et tu le voyais sur le banc, il gueulait, il était pas content, ça fonctionnait pas, et ils écoutaient pas du tout ses consignes. Donc ça peut pas marcher. Demandez à Tony Parker comment ils ont gagné les titres. C'est en écoutant Greg Popovich, et avec leur talent bien évidemment. Mais justement, Popovich mettait ce talent à leur profit, si vous voulez. Et là, il y a des joueurs talentueux aux Spurs, mais non, ça va pas côté Spurs. Alors, souci de vestiaire côté Kings, à prendre avec des pincettes, la victoire de Sacramento ce soir. Mais voilà, je pense que vraiment tout le monde a le même objectif, c'est finir 9ème. Ils ont eu la bonne nouvelle que Nola a perdu hier. Il y a un Memphis Portland ce soir, donc ils seront au courant du score, évidemment, puisque le match de Portland est à 22h, eux c'est à 2h du matin. Donc forcément, c'est un match ultra important. Alors pour les Spurs aussi, mais là pour le coup, j'ai quand même du mal à voir les Spurs. Ce serait une surprise quand même que les Spurs s'imposent ce soir, même si évidemment Sacramento c'est pas une équipe sur qui on peut avoir ultra confiance. C'est une équipe sur le papier qui me paraît quand même plus forte que les Spurs, avec plus de certitude. Voilà, du Fox, du Hill, du Bogdanovic,
Voilà, c'est des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, ça commence à faire 2 grosses années qu'ils jouent ensemble. Voilà, c'est une très belle équipe. Stats individuelles, pardon, j'allais passer au match suivant. Alors attendez, je vais regarder le cut de points de ce match-là. 220. Ah ouais, peut-être qu'un under, parce que moi je vois du 105, 102, des trucs comme ça dans ce match-là, moi. Ah, j'aurais pensé que le cut il serait plus de 210. Il est de 220. 220. Total, bon, je vais y arriver, ouais. Moins de 215, moins de 220, ah ouais. Ok, ça peut être intéressant de prendre l'under 217 à 1,97. Ça peut être intéressant. Là, comme ça, ouais, je viens de le voir. Je trouve que moi, je partirais sur un under ce soir. Au scoring, DeRozan 20 points à prendre. À 1,50, ça me paraît cool. Alors, c'est ça qui fait chier cette année avec Unibet. Parce que Sacramento, en fait, ne met plus Hield sur le 5 de départ. Et c'est vrai qu'il joue en sortie de banc et il met quasiment 20 points par match. Mais du coup, on l'a plus en pronostic. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Les passes de Fox. Qu'est-ce que c'est les passes de Fox là-dessus? 6.5 bien placé contre une équipe des Spurs, je préfère pas prendre. D'autres équipes j'aurais pris, mais contre une équipe comme les Spurs de Popovich, non. Les cumuls. Je pense que ça peut se prendre le cumul de DeRozan parce que ça va vraiment être l'homme à tout faire pour les Spurs. Tout va passer par lui en fait. Tout va passer par lui. Le cumul de Fox est pas déconnant. Parce que c'est un mec qui va vous faire ce soir entre 5 et 8 passes. Peut-être 10, hein, mais plus 5 ou 8 je pense. Qui va prendre entre 4 et 7 rebonds. Donc vous voyez, vous êtes déjà à 10. Et c'est un joueur qui peut mettre 20 points. Il score plus qu'avant, mais c'est pas non plus un super scoreur. Ça a médité, le Fox 30.5. Par contre, DeRozan 33.5 est intéressant. Voilà pour ce match-là. Et DeRozan 20 points, c'est plutôt cool aussi. Dallas Houston, oula. Alors là, 260 points. Non mais en vrai, je pense que ce match-là, ça va arroser dans tous les sens. Ça va être un match super à regarder. Ça va être un match super. Des points, va y en avoir en veux-tu, en voilà. Harden a l'air chaud, hein, en plus. 230, ouais. Là, pour le coup, under Sacramento, San Antonio a l'air cool. L'over Houston Dallas, il est plutôt cool aussi à prendre. Qui c'est qui est favori? Dallas, Houston est favori? Dallas est favori? Pas de beaucoup, ouais. Ouais, les codes sont logiques. Après, si les codes sont inversés, c'est pas dégueulasse. Enfin, c'est pas déconnant du tout. Si Houston est à 1,84 et Dallas à 2, c'est pareil. Enfin, vous voyez, c'est un pur 50-50. Donc, dans ce cas-là, avantage à la plus grosse cote. Donc ici, Houston. Bon, c'est un derby texan. Ça va être un derby particulier, hein, comme le derby d'hier de Los Angeles. J'ai pas d'avantage à donner, mais du coup, avantage à la plus grosse cote. Donc là, c'est juste du ratio cote fiable. Autant prendre la cote à 2, mais est-ce que c'est vraiment valable? Après, je pense que Houston. Ah ouais. Léger avantage Houston quand même. C'est quoi les stats des joueurs? Harden 30 points, ça se prend. Doncic 25 points, ça se prend. C'est quoi Westbrook? 1 à 10, 20 points et sous de la gueule du monde. Ouais. Honnêtement, moi je pense que je vais pas partir sur un vainqueur sur ce match-là. Si je pars sur quelque chose, ce sera Houston, puisqu'ils ont la plus grosse cote. J'aime bien les 30 points de James Harden ce soir. J'aime bien. Doncic, il a quoi en stat individuel passif? T'es à 11, non? 8,5 à 1,90. Oh, ça c'est intéressant ça. Ça c'est pas dégueu à prendre aussi. Doncic à la passe. Parce que c'est un match où ça va scorer de fou. Et alors, quand on parle de Dallas, on parle de Doncic. Et de Porzingis. Notamment de Doncic. Mais il n'y a pas que deux. Dallas, on l'a vu, c'est une superbe équipe collective. Vraiment. Je crois qui c'est qui est pas là? Finney Smith, ouais, bon.
voilà, du Hardaway, cette Curry, qui est sur le banc, Bronson, il y a plein de joueurs à Dallas il y a plein de joueurs qui sont capables de marquer une quinzaine de points, outre Doncic, outre Porzingis. Et de là que d'ailleurs Doncic fait des passes D. Hein. On va voir vraiment un match avec énormément de scoring, je pense, ce soir. Donc les stats vont exploser, des joueurs. Je regardais les cumuls. Bon, après, les cumuls, c'est toujours pareil. Moi, les trades de cet été, tout ce qui s'est passé, c'est ouf. Hein. C'est ouf, ça fait kiffer. Mais le problème, c'est pour nous en tant que parieurs, c'est que maintenant, ça crée des doublettes. Leonard, Paul George aux Clippers. Bah ouais, mais du coup, pour jouer les stats individuelles, on prend lequel et ça se joue à pas grand-chose. Lakers avec LeBron et Davis, à moindre échelle, Westbrook Harden. À moindre échelle, Conley, Mitchell, enfin voilà, ça c'est emmerdant. 5.5, Russell Westbrook à la passe, ça c'est cool aussi. Hein. 6.5, ça c'est cool aussi. Oh, j'ai envie de faire une dinguerie ce soir sur ce match-là. Je crois que je vais faire une dinguerie sur ce match-là. Ah ouais, non, mais je vais faire une dinguerie. Ouais, stats individuelles, il y a de quoi faire. Alors, faut pas s'enflammer, mais en vrai... je vais réfléchir sur ce match-là, comment, mais il y a moyen qu'il va falloir envoyer des choses sur ce match-là. Hein. Alors tranquille, hein, c'est une reprise, comme j'ai conseillé aux membres, et je vous le conseille à vous aussi, c'est quand même de diviser vos mises par 3. Hein. Là, on est quand même sur une reprise qui est en plus spéciale, d'accord. Déjà, en reprise, quand c'est le début de saison, je conseille de modérer ses mises, mais alors là, c'est une reprise, mais en plus de ça, c'est spécial. Donc, divisez vos mises, hein. Vraiment, c'est un conseil. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce match-là. Voilà, je pense que j'étais complet. Est-ce que je vous fais un récap parce que j'ai l'impression d'avoir été long et des fois d'avoir pas été clair. Allez, je vous fais un petit récap vite fait. Brooklyn ou Orlando. Orlando favori, mais je trouve la cote dégueulasse. S'il y a un coup à faire, Brooklyn peut prendre 20 points dans la tronche ce soir, mais Brooklyn peut gagner. Il y a peut-être une petite pièce à mettre sur Brooklyn. Ce serait pas déconnant. Stat individuel, pourquoi pas. Focus, Vucevic, ça peut être intéressant ce soir. Portland-Memphis, Lillard 25 points, c'est vraiment cool à prendre. Avantage Portland pour moi. Washington-Phoenix, je pense que c'est pas un match que je vais regarder, c'est pas un match à toucher. Je veux quand même regarder les stats de Monsieur Booker. Le Booker à 25 points, ça peut se prendre à 70. Et une victoire des Suns. Milwaukee-Boston, avantage. Alors, Bucks favori, mais je trouve plus intéressant de jouer le handicap inversé. Pour les stats individuelles, du Giannis. Spurs-Sacramento, avantage Sacramento. Les stats individuelles, que ce soit au scoring ou au cumul pour DeRozan, peuvent être intéressantes. Côté Kings, qu'est-ce que j'avais vu le cumul de Fox à mériter. Il est peut-être un peu complexe à prendre, mais il peut être pas déconnant. Under 2 points, j'aime bien. Le moins de 220.5 points, c'est plutôt cool sur ce match-là. Dallas-Houston, 50-50 pour la cote Houston, j'ai envie de vous dire. Les cotes seraient inversées, ce ne sera pas déconnant non plus. C'est pas non plus un truc où il faut s'enflammer, hein, tout peut se passer dans ce match-là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de points. Pourquoi pas partir sur un over et les stats individuelles, je vois beaucoup de points. Donc franchement, on peut se faire plaisir sur les stats individuelles. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je me répète, modérez vos mises, c'est une reprise. Bonne chance pour vos bêtes. Je vous souhaite une bonne journée. Bon match à tous. Si vous le regardez ce soir, attention, ça commence à 20h30. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur les matchs suivants. Voilà. Ciao, ciao.